Le ciel au-dessus de Paris ce matin-là n'avait pas la couleur ordinaire de l'hiver. Il était bas, dense, d'un gris qui n'était pas simplement nuageux mais chargé, comme si l'atmosphère retenait quelque chose depuis plusieurs jours et s'apprêtait enfin à le relâcher. Les passants qui traversaient les grands boulevards dès les premières heures remarquaient ce changement de pression dans l'air, cette lourdeur particulière qui précède les événements météorologiques importants. Certains pressèrent le pas, d'autres levaient les yeux un instant, évaluaient, puis continuaient leur chemin. Paris en janvier 1896 était une ville en pleine transformation. Les travaux haussmanniens avaient redessiné la capitale dans les décennies précédentes, ouvrant de larges avenues là où se trouvaient autrefois des ruelles étroites et des îlots denses. Mais sous ces nouvelles façades régulières, la ville conservait des zones entières où l'ancien Paris survivait. Cours intérieures sombres, immeubles vétustes, passages couverts, ruelles pavées qui n'avaient pas encore subi la modernisation. C'était une ville à deux vitesses, où les quartiers bourgeois du centre et de l'ouest côtoyaient les faubourgs populaires de l'est et du nord, chacun avec ses propres rythmes, ses propres habitudes, ses propres manières de se préparer à une journée difficile. La neige avait commencé à tomber dans la nuit, pas doucement, pas progressivement, mais avec une insistance qui surprit même ceux qui avaient vécu plusieurs hivers parisiens difficiles. Au petit matin, les toits des immeubles haussmanniens portaient déjà une couche épaisse. Les balcons en fer forgé disparaissaient sous l'accumulation. Les cours intérieures, d'habitude bruyantes dès l'aube avec les allées et venues des concierges et des livreurs, restaient inhabituellement silencieuses. La neige absorbait les sons. La ville entière semblait retenir son souffle. Les concierges furent parmi les premiers à mesurer l'ampleur de ce qui arrivait. Dans chaque immeuble, ces hommes et ces femmes qui occupaient les loges du rez-de-chaussée avaient pour habitude de se lever avant les locataires pour allumer les poêles des parties communes, ramasser le courrier, ouvrir les portes cochères. Ce matin-là, ouvrir la porte cochère signifiait pousser contre une résistance de neige accumulée. Les trottoirs devant les immeubles, dont l'entretien relevait de la responsabilité des propriétaires et de leurs concierges, étaient ensevelis sous une épaisseur qui rendait tout déplacement immédiatement difficile. Dans les appartements, les familles commençaient leur journée avec les gestes habituels, mais tout prenait une dimension différente. Les femmes qui allumaient les poêles à charbon dans les cuisines constataient que le tirage fonctionnait moins bien, perturbé par la pression atmosphérique changeante et par la neige qui obstruait partiellement les sorties de cheminées sur les toits. Les enfants, en regardant par les fenêtres, voyaient un Paris méconnaissable, silencieux et blanc, très différent du spectacle habituel de la rue animée. Pour les plus jeunes, c'était une fascination pure. Pour les adultes, c'était une complication pratique immédiate. Le réseau de transport de la ville fonctionnait en 1896 principalement grâce aux omnibus hippomobiles. Ces grandes voitures tirées par des chevaux circulaient sur des lignes fixes à travers les quartiers, transportant plusieurs dizaines de passagers à la fois sur des banquettes intérieures et des impériales extérieures. Par temps normal, ces véhicules assuraient la mobilité d'une grande partie de la population parisienne qui ne possédait pas de voiture particulière. Ce matin de tempête, les chevaux peinaient. Les roues des omnibus, conçus pour les pavés humides ou secs, s'enfonçaient dans la neige ou patinaient sur la glace qui s'était formée sous l'accumulation nocturne. Les cochers, assis en hauteur sur leur siège extérieur, étaient exposés directement aux rafales de vent et de neige. Certaines lignes furent retardées dès les premières heures. D'autres furent tout simplement supprimées. Le chemin de fer jouait également un rôle important dans les déplacements parisiens de l'époque. Les lignes de ceinture et les premières lignes de métro n'étaient pas encore toutes en service, mais les grandes gares rayonnaient vers la banlieue et les provinces. Ce jour-là, les quais des gares de l'Est, du Nord et de Lyon présentèrent des scènes de désorganisation inhabituelles. Des trains annoncés avec retard s'accumulaient sur les voies extérieures où la neige recouvrait les aiguillages. Des voyageurs attendaient debout sous les grandes verrières des halls, scrutant les tableaux d'affichage que les employés mettaient à jour avec une régularité de plus en plus incertaine. Dans les rues, ceux qui devaient se déplacer à pied adoptaient une allure différente de celle des jours ordinaires. Les trottoirs non dégagés contraignaient à marcher prudemment, en testant chaque pas avant d'y reporter le poids du corps. Les femmes relevant leurs jupes pour éviter de les tremper dans la neige. Les hommes aux chapeaux couverts de flocons qu'ils secouaient régulièrement sans grand résultat.
Les enfants qui se rendaient à l'école en groupe, profitant de chaque trajet pour s'arrêter un instant, regarder, toucher, malgré les réprimandes des adultes qui les accompagnaient. Les marchés de plein air, qui animaient certains quartiers plusieurs fois par semaine, présentaient ce matin-là un aspect très différent de l'ordinaire. Les maraîchers qui arrivaient avec leurs charrettes chargées de légumes depuis les communes maraîchères de la banlieue avaient connu un trajet difficile. Certains avaient renoncé et n'étaient pas venus. Ceux qui avaient fait l'effort de se déplacer installèrent leurs étals avec une rapidité inhabituelle, cherchant à se protéger sous leurs bâches et leurs toiles cirées. Les clientes habituelles arrivaient moins nombreuses, enveloppées dans des châles supplémentaires, leurs paniers au bras pressés de faire leurs achats et de rentrer. La conversation entre vendeurs et acheteurs, habituellement rythmée par les discussions sur les prix et la qualité des produits, se concentrait ce matin sur la tempête elle-même. Les femmes échangèrent des informations. Telle rue était impraticable, tel omnibus n'avait pas passé, tel immeuble avait eu sa gouttière arrachée par le vent dans la nuit. Ces échanges fonctionnaient comme un réseau d'informations locales, transmettant rapidement à travers le quartier des données pratiques sur l'état de la ville. Les commerces de proximité restaient pour la plupart ouverts, mais avec une clientèle réduite. Les boulangeries, dont les fournées du matin étaient une institution parisienne, continuaient leur activité. Les boulangers avaient recommencé leur travail bien avant l'aube, comme chaque jour, et les pains et les miches sortaient des fours à leurs heures habituelles. La file qui se formait d'ordinaire devant les boulangeries populaires était plus courte que d'habitude. Les clients restaient moins longtemps sur le seuil, récupéraient leur pain et repartaient rapidement vers leurs immeubles. Les épiceries, les crèmeries, les marchands de charbon connurent une activité particulière ce jour-là. Le charbon surtout. Les Parisiens qui avaient sous-estimé leurs réserves en voyant l'ampleur de la tempête envoyaient leurs domestiques ou leurs enfants plus grands s'approvisionner. Les marchands de charbon, dont les boutiques sombres et poussiéreuses se trouvaient souvent dans les rues secondaires ou les passages, virent leur clientèle augmenter en début de matinée. Livrer le charbon dans les caves des immeubles par ce temps demandait un effort considérable aux livreurs qui manœuvraient leurs sacs lourds sur des trottoirs glissants. Le travail dans les ateliers et les usines qui bordaient certains quartiers parisiens continuait, malgré les conditions extérieures. Dans les ateliers de confection du Marais et de certains faubourgs, les ouvrières qui avaient réussi à se déplacer reprenaient leur place devant les machines à coudre ou à leur table de travail. L'absentéisme était plus élevé que d'habitude, ce qui créait des tensions avec les contremaîtres et les patrons d'ateliers soucieux de maintenir la production. Dans certains ateliers, les ouvrières présentes devaient compenser le travail de celles qui manquaient, ou bien les commandes prenaient du retard, ce qui entraînait des discussions sur les pénalités et les délais. Les grandes administrations de la ville fonctionnaient avec un personnel réduit. À la préfecture, dans les mairies d'arrondissement, dans les bureaux des diverses administrations qui géraient la vie de la capitale, une partie des employés n'avaient pas pu rejoindre leur poste. Ceux qui étaient présents s'occupaient des affaires courantes avec une relative tranquillité inhabituelle. Les couloirs habituellement animés étaient plus calmes. Les guichets recevaient moins de visiteurs. La Seine, que la tempête avait agitée, charriait des fragments de glace entre ses berges. Les bateaux lavoirs, ces grandes péniches amarrées le long des quais, où des lavandières travaillaient chaque jour à laver le linge des particuliers et des hôtels, avaient ralenti leur activité. Le travail dans ces structures flottantes, déjà pénible par temps ordinaire avec les mains constamment dans l'eau froide, devenait particulièrement difficile lorsque les températures chutaient et que les bateaux se balançaient sous l'effet des rafales. Certaines lavandières avaient néanmoins pris leur poste, les besoins quotidiens en linge propre ne s'arrêtant pas avec le mauvais temps. Les ponts de Paris étaient praticables mais glissants. Les gardiens de pont et les sergents de ville postés à certains endroits stratégiques surveillaient la circulation des piétons et des véhicules, intervenant lorsqu'un cheval menaçait de tomber ou lorsqu'un piéton avait glissé. Les quais eux-mêmes étaient pratiquement désertés, à l'exception de quelques curieux qui s'arrêtaient un instant pour observer le fleuve inhabituel sous son manteau de ciel gris et ses berges enneigées. Dans les hôpitaux et les hospices, le personnel médical anticipait une augmentation des cas liés au froid. Les services qui accueillaient les personnes âgées et les indigents étaient particulièrement vigilants. Les sœurs et les infirmières qui assuraient les rondes de nuit avaient déjà signalé dans leurs rapports matinaux
plusieurs cas de personnes trouvées en état d'hypothermie légère ou modérée, ramenées par des passants ou par les gardiens de la paix qui patrouillaient les rues. Les salles d'attente des dispensaires gratuits commençaient à recevoir des patients dès les premières heures. Des ouvriers avec des entorses dues aux chutes, des enfants avec des engelures aux mains et aux pieds. La presse parisienne, qui publiait plusieurs éditions par jour à cette époque, mobilisait ses reporters pour couvrir les effets de la tempête. Des journalistes parcouraient les quartiers à pied ou en fiacre, notant les observations, interrogeant les passants, évaluant les dommages visibles. Les rédactions des grands journaux, installées dans leurs immeubles du centre, travaillaient à préparer les éditions du soir et du lendemain matin qui relateraient les événements. Les photographes, dont l'équipement encombrant rendait le travail extérieur particulièrement difficile par grand froid, tentaient néanmoins de capturer des images de la ville sous la neige. L'après-midi apporta un changement dans la nature de la tempête. Le vent qui avait soufflé en rafale depuis le matin s'intensifia. La neige continua de tomber, mais c'est le vent qui devint l'élément dominant. Des enseignes se décrochèrent de leur fixation et tombèrent sur les trottoirs. Des branches d'arbres, alourdies par la neige accumulée, cédèrent dans les jardins publics et le long des avenues arborées. Le jardin des Tuileries et le Luxembourg étaient enfermés au public, leurs allées encombrées de branches tombées et leurs bassins transformés en surface gelée. Les pompiers de la ville eurent une journée particulièrement chargée. Au-delà des incendies habituels, ils intervenaient pour des cheminées arrachées par le vent, des gouttières tombées sur la voie publique, des caves inondées par la fonte accélérée de la neige contre certaines façades exposées au vent du sud. Les chevaux des voitures de pompiers peinaient sur les pavés verglacés pour rejoindre les lieux d'intervention. Chaque trajet prenait plus de temps qu'en temps normal. Dans les cafés qui jalonnaient les grandes artères et les carrefours de quartier, la clientèle était différente de celle des jours ordinaires. Les habitués qui venaient prendre leur consommation matinale et repartir rapidement s'attardèrent davantage, retardant le moment de retourner dans le froid. Des ouvriers et des artisans dont le chantier ou l'atelier avait fermé pour la journée occupèrent les tables pendant des heures, consommant avec parcimonie, réchauffant leurs mains sur leurs verres. Les garçons de café, dans leurs tabliers blancs, circulaient entre les tables avec une régularité mécanique, essuyant les surfaces, servant les commandes, observant sans commentaire cette clientèle inhabituellement sédentaire. Les restaurants du centre, ceux qui servaient la clientèle bourgeoise et les hommes d'affaires, connurent une fréquentation très réduite à l'heure du déjeuner. Les tables réservées restèrent vides. Les cuisines avaient préparé leurs plats avec la quantité habituelle d'ingrédients, et les maîtres d'hôtel devaient gérer ce gaspillage avec discrétion. Dans les restaurants populaires des quartiers ouvriers, au contraire, ceux qui n'avaient pas pu travailler et qui ne rentraient pas chez eux s'arrêtaient pour un repas chaud à prix modeste, réchauffant leur corps engourdi par les heures passées dehors. Vers la fin de l'après-midi, alors que la lumière déclinait rapidement comme elle le fait en janvier sous les latitudes nordiques, la ville entamait sa transition vers le soir dans un état de désorganisation partielle mais ordonnée. Les allumeurs de réverbères effectuaient leur tournée avec une régularité maintenue malgré les conditions. Les becs de gaz qui éclairaient les rues principales projetaient une lumière jaune sur la neige blanche, créant un contraste visuel inhabituel dans les rues. Les lampes à pétrole des immeubles moins bien équipés brillaient aux fenêtres des appartements. Les familles ouvrières qui rentraient du travail ou qui revenaient de leurs tentatives infructueuses de rejoindre leur poste retrouvaient leur logement avec le même geste premier. Alimenter le poêle, faire monter la température dans les pièces refroidies par l'absence ou par les courants d'air s'infiltrant, par les fenêtres mal jointées. Les logements populaires parisiens de cette époque étaient souvent mal isolés. Les vents qui soufflaient ce jour-là trouvaient les interstices des châssis de fenêtres, les fissures dans les murs des immeubles anciens, les espaces sous les portes des caves et des couloirs. Le charbon consommé ce soir-là fut plus abondant que de coutume. Les enfants qui avaient passé la journée à l'école, dans les bâtiments scolaires que la Troisième République avait multipliés dans tous les quartiers, rentraient en groupes bruyants malgré la fatigue et le froid. Certaines classes avaient été réduites en effectifs, les instituteurs faisant appel avec pragmatisme à leurs élèves présents pour des activités différentes de l'emploi du temps habituel. Les écoles fonctionnaient comme elles le faisaient chaque jour, avec leur rituel de l'appel, des leçons de lecture et d'arithmétique, des exercices d'écriture, des récitations.
La neige dehors existait en dehors de la classe. À l'intérieur, le programme suivait son cours. La nuit tomba sur une ville qui avait traversé une journée exceptionnelle avec ses moyens ordinaires. Les rues principales avaient été partiellement dégagées par les équipes municipales qui travaillaient depuis le matin avec leurs pelles et leurs tombereaux, entassant la neige contre les trottoirs ou la chargeant vers des points de collecte. Mais les rues secondaires, les impasses, les passages restaient encombrés. La circulation s'était considérablement réduite. Les omnibus qui circulaient encore suivaient des itinéraires modifiés en évitant les portions de voies les plus difficiles. Dans les quartiers populaires, la vie du soir s'organisait à l'intérieur plus que d'habitude. Les cabarets et les bals qui animaient ordinairement certaines rues en semaine reçurent une clientèle réduite. Les habitués qui venaient chercher un peu de chaleur sociale et musicale, après leur journée de travail, durent peser le coût du déplacement contre le bénéfice attendu. Certains vinrent quand même, bravant le froid par habitude ou par besoin de compagnie. D'autres restèrent chez eux, prolongeant la veillée familiale autour du poêle. Les nuits de grandes tempêtes révèlent la fragilité des équilibres sur lesquels repose la vie quotidienne d'une grande ville. Paris en 1896 était déjà une métropole complexe, dépendante de réseaux d'approvisionnement, de transport et de communication, dont la perturbation même partielle se répercutait immédiatement sur des centaines de milliers de personnes. La neige qui tombait cette nuit-là sur les toits uniformément alignés des immeubles haussmanniens ne faisait pas de distinction entre les quartiers riches et les quartiers pauvres. Elle couvrait également les jardins privés des hôtels particuliers du 16e et les cours encombrés des logements surpeuplés du 11e. Ce qui différenciait l'expérience de cette journée selon la condition sociale, c'était la capacité à s'en protéger. Le bourgeois qui possédait une voiture particulière et un cocher pouvait rester chez lui ou se déplacer avec moins de difficultés qu'un ouvrier contraint de marcher plusieurs kilomètres pour rejoindre son travail. La famille qui disposait de réserves de charbon suffisantes passait la nuit au chaud sans anxiété. Celle qui vivait au jour le jour devait calculer et s'organiser différemment. La tempête de 1896 laissa des traces dans la mémoire de ceux qui la vécurent, comme le font les événements météorologiques exceptionnels qui perturbent suffisamment l'ordre habituel des choses pour se graver dans le souvenir. Les Parisiens qui en parlèrent dans les jours et les semaines suivants le faisaient avec ce mélange particulier de fierté tranquille et de soulagement que les gens expriment après avoir traversé une épreuve collective. La ville avait fonctionné imparfaitement, mais elle avait fonctionné. Les rues furent dégagées, les transports reprirent, les marchés rouvrirent avec leurs étalages habituels, les ateliers retrouvèrent leurs effectifs complets. La vie quotidienne reprit son cours avec la même régularité indifférente qui caractérise les grandes villes. Ce qui reste de cette journée n'est pas le spectacle dramatique de la tempête elle-même, mais l'image de milliers de personnes ordinaires qui continuèrent à vivre, à travailler, à se déplacer et à s'adapter avec les ressources dont elles disposaient. Le concierge qui dégageait son trottoir à la pelle, la marchande qui installait son étal malgré le froid, l'ouvrier qui marchait 1 heure sous la neige pour arriver à son atelier, l'institutrice qui ouvrait sa classe pour les élèves qui avaient fait l'effort de venir. Ce sont ces gestes répétés, ordinaires et obstinés, qui constituent la trame réelle d'une journée comme celle-là. Pas l'événement exceptionnel en lui-même, mais la manière dont les gens ordinaires continuent à vivre à l'intérieur de lui.